à cette preview du Miami Heat. Et on affiche bien évidemment l'illustration signée Jordan avec bien sûr, le franchise player de ce Miami Heat, Jimmy Butler. Non pas avec ses dreads, mais avec cette nouvelle coupe de cheveux bien meilleure, on peut le dire. Heureusement, Jordan n'a pas poussé le vice jusqu'à sélectionner les pires photos de Jimmy. On vous attend bien évidemment dans le chat, les fans du 8. On avait Bamzerito tout à l'heure. N'hésitez pas, tous ceux qui seraient présents, à nous donner vos avis. Quentin, la saison dernière, une saison, on peut le dire, quand même plutôt réussie, et surtout un parcours très, très avancé en play-off. Est-ce que tu veux nous faire un petit peu le résumé de la saison passée? Ouais, c'est une saison qu'on n'a pas trop vu venir. On s'était posé la question notamment de la profondeur de l'effectif. Est-ce que ça passerait si jamais il y avait des petites blessures, tout ça. Pas mal de joueurs se sont révélés, ce qui a fait plaisir. Je pense à Max Strus et Gabe Vincent par exemple, mais aussi Caleb Martin, qui était en two-way contract en début de saison et qui a signé 3 ans pour 18 millions cet été. Donc une belle révélation du côté de Miami. Heu, les blessures du coup n'ont pas été si gênantes que ça finalement pendant la saison régulière. Un peu plus en play-off malheureusement avec du Kyle Lowry, du Tyler Herro aussi qui se sont tous les 2 blessés. Des joueurs qui sont quand même importants et on arrive donc, à cette finale de conférence contre Boston. Ce fameux game 7 et ce fameux tir de Jimmy Butler, qui m'a un peu brisé le cœur mais bon voilà, c'est le jeu, ça arrive et donc cette sortie, donc finale de conférence en 7 matchs face à Boston. Puis voilà. Est-ce que par rapport à cette finale de conférence, et par rapport à ce parcours de playoff plus globalement, tu citais les blessures de Tyler Herro et de Kyle Lowry bien sûr qui ont eu un fort impact bien malheureusement. Est-ce qu'il y avait des regrets par rapport à l'équipe? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles tu avais, en tout cas toi en tant que fan, mais aussi est-ce que tu as vu des analyses par rapport à ça dans la sphère Miami Heat par rapport aux regrets que pouvait avoir l'équipe ou pas du tout, ou c'était vraiment aussi un aspect, effectivement, les blessures de Lowry et puis le shoot de Butler qui tombe pas dedans à la fin. Bah, le seul vrai regret, c'est d'avoir tiré à 25 sur les tirs ouverts quand on était la meilleure équipe, sur la saison. Ça a fait très mal, il y a eu énormément de tirs à 3 points ouverts ratés pendant ces playoffs. Premier tour, deuxième tour, finale de conf, voilà, ça a pas posé problème sur les 2 premiers tours parce qu'on a réussi à passer et que lui, tu as d'autres forces, sur lesquelles jouer. Mais, sur la série contre Boston, ça a fait un peu la différence. C'est pas que ça évidemment, mais sinon, pas spécialement de regrets. L'équipe a joué comme elle a joué en saison régulière. Elle a été, elle avait enfin avec ses qualités et ses défauts, manque de spacing par exemple, l'attaque sur demi-terrain, tout ça, et ses qualités donc, la défense qui était, exceptionnelle j'ai trouvé, sur la durée des playoffs. Ouais, complètement, je te rejoins. On avait d'ailleurs fait quelques vidéos d'analyse sur la défense en playoff, notamment à l'Est, on parlait des Celtics, mais aussi de ce Miami Heat, notamment pour, bien sûr, les schémas défensifs face à Trae Young au premier tour, face aux Hawks. Je vais pouvoir vous afficher et vous envoyer dans le chat la preview QI Basket signée Cam, qu'on salue bien évidemment, et je vais pouvoir vous l'afficher bien évidemment. On va faire le tour sur le roadster pour parler un petit peu des arrivées départs de l'été. Un été plutôt calme, mais on va voir qu'il y a peut-être 2-3 petites choses à en dire malgré tout. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait quelque chose à ajouter, mais non, je ne m'en souviens plus. Donc, on va passer à ce tour du roster. Au poste de meneur, donc, Kyle Lowry et Gabe Vincent. Au poste d'arrière, Tyler Herro, Victor Oladipo, Duncan Robinson. Au poste d'ailier, Jimmy Butler, Caleb Martin, Max Strus. Au poste d'ailier fort, Nikola Jovic. Attention à ne pas confondre, bien sûr. Haywood Highsmith, Udonis Haslem. Au poste de pivot, Bam Adebayo, Dwayne Dedmon, Omar Yurtseven et Darius Days. Petit tour du coup de ce roadster. Et vous l'avez vu avec ce tableau des arrivées des départs. Un été finalement plutôt calme du côté de Miami, ce qui change des 2 derniers étés où il y avait eu finalement beaucoup de mouvements. On se souvient l'été dernier avec notamment l'arrivée de Kyle Lowry. 2 départs à notifier. Le départ de Markieff Morris, que j'ai affectueusement surnommé la plaie, en tant que bon fan de Denver.
Ah, Hem, c'est assez mérité, je ne te contredis pas là-dessus. bon, ça va, alors tu es plus objectif que certains fans, ça fait plaisir. Mais surtout, je voulais revenir sur le départ de PJ Tucker vers les Sixers. PJ Tucker qui, on le sait, a quand même pas mal apporté dans ce Miami Heat et notamment la saison passée, notamment en playoff, qui, loin de se limiter à son corner tree, hein, maintenant extrêmement célèbre, apportait aussi, et notamment en playoff, je trouvais beaucoup de liens en attaque, un peu comme un second playmaker sur le short roll ou ce genre de choses, en plus de sa polyvalence défensive. Qu'est-ce que tu penses de ce départ, Quentin? Je sais que je me demandais, enfin en l'écrivant, je me disais que les fans du hit devaient avoir les oreilles rabattues avec ça, parce que c'est vrai qu'on leur renvoie à tour de bras tout le temps dans la tronche, et notamment tout l'été, on vous a sorti ça. Qu'est-ce que toi tu penses de ce départ-là par rapport à l'équipe? Et est-ce que ça, effectivement, ça risque d'être dommageable pour l'équipe ou moins que ce qui est annoncé? Bah, alors le vrai problème, c'est qu'il a pas vraiment été remplacé. C'est une perte, importante forcément parce que comme tu l'as dit, il a été très bon et plus que son tir à 3 points dans le corner, il était vraiment utilisé sur les end-off, en poseur d'écran, le short roll évidemment et c'était quelque chose qu'on lui connaissait pas et qui a pas mal servi, parce que du coup, c'était un joueur qui était pas du tout attaqué dans ce genre de situation et ça le libérait complètement et ça lui a apporté beaucoup de choses. Il avait fait sa meilleure moyenne en passe depuis plusieurs saisons, tout ça, donc voilà. Hem Et le problème, ouais, c'est qu'il a pas été vraiment remplacé. Je ne sais pas trop, je sais pas trop comment le Heat va faire sans lui parce que du coup, il y a quand même ce trou au poste 4, que c'est ouais, un trou, une absence. Hem, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont avoir une chance de step up et de se faire une place. Donc c'est limite un mal pour un bien. J'essaie de le prendre positivement, mais À qui tu penses du coup derrière dans la rotation? On pense notamment à Caleb Martin, nous disait ouais, je Darius pense Garlanten. ouais, je pense que ce sera lui. C'est en tout cas, lui qui a l'air, désigné le mieux pour le rôle. Il a déjà joué poste 4 la saison dernière, donc voilà, c'est à lui de step up et de reprendre un peu ce rôle de Tucker, mais dans un différent registre, parce que c'est pas un aussi bon passeur. C'est pas un poseur d'écran comme lui, il est pas aussi large que Tucker qui est vraiment une armoire à glace. Mais il a d'autres qualités et il a une chance de pouvoir s'imposer en tant que titulaire d'une équipe qui veut jouer le titre. On parlait effectivement aussi tout à l'heure de l'aspect où il y a eu des blessures dans cette équipe du Heat la saison passée. Malgré tout, ça a été aussi une des forces du Heat de pouvoir compter sur, bien sûr, le coaching de Spoelstra et l'aspect où les joueurs sont mis vraiment dans de super conditions. Il y a aussi un mentorat, je pense, de la part des joueurs, etc. C'est tout ce qu'on appelle la hit culture, bien sûr, que vous aimez, fans du hit. À nous rappeler, mais à raison, hein, on a pu le voir là pour le coup, force est de constater que ça a été quelque chose de prévalent dans votre succès la saison passée. On peut imaginer du coup que effectivement il y ait des joueurs qui de nouveau step up, peut-être surperforment par rapport aux attentes qu'on attend d'eux. Ça parle un petit peu de Jovic dans le chat. Est-ce que tu as eu le temps de voir un petit peu ce que donnait le rookie serbe du côté du 8? Est-ce que ça a joué un petit peu en pré-saison? J'ai pas du tout suivi du coup moi et le prospect et et ses premiers pas a priori dans la ligue. Est-ce que c'est aussi potentiellement, même si c'est un rookie, quelqu'un dont on peut imaginer obtenir quelques minutes? Alors j'ai pas regardé les matchs de pré-saison, mais j'ai suivi un peu tout ça, donc il a l'air de trouver un peu son rythme. Alors il y a un peu de maladresse, tout ça, mais bon, c'est de la pré-saison, il vient d'arriver, il a tout juste 19 ans. Heu, mais moi, je pensais il y a quelques jours qu'il jouerait beaucoup de matchs en G-League, se faire au rythme du basket américain qui est différent de l'Europe, tout ça. C'est pas forcément évident, on l'a vu avec plein d'Européens qui ont galéré à se faire un trou ici, ici, aux États-Unis. Mais c'est vraiment un joueur de très grande taille avec des skills d'arrière. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est un plutôt bon passeur, c'est un plutôt bon shooter, donc il y a quand même une chance qu'il trouve un peu de minutes par-ci par-là et qu'il arrive à se faire sa place petit à petit, au cours de la saison.
Jovic au hit, ça va être trop chiant. Ils vont te le développer bien comme il faut dans 3 ans. Il peut jouer 30 minutes en playoff. Perigno très haut, du coup, sur le potentiel du rookie. Kozen 93, bienvenue à toi. J'ai regardé les matchs de précédent du hit. Son duo avec D-Rob en pick and roll est très intéressant. 2 menaces au shoot et qui peuvent se passer le ballon. Et on sait avec D-Rob aussi tous les systèmes du hit qui consistent à avoir un intérieur poseur d'écran qui peut distribuer également pour justement profiter des démarcations de l'arrière shooter. On sait qu'effectivement ça peut être un duo intéressant. On connaissait bien sûr son duo avec Bam. Excusez-moi, je me suis muté sans faire exprès. Duncan Robinson, il a retrouvé son shoot, nous demande Darius Garland. Justement, on va y revenir aux autres joueurs peut-être du hit qu'on va pouvoir anticiper en termes d'évolution et de ce qu'on peut imaginer pour élever peut-être le plafond de cette équipe. Globalement, et vous pouvez le voir dans la preview, c'est très bien écrit par Cam et de manière très synthétique, donc je vous invite vivement à aller la lire. On est quand même sur le hit, je trouve, sur une équipe qui est une valeur assez sûre en termes de défense, bien évidemment, avec forcément Jimmy Butler, mais aussi Bam Adebayo, on ne le présente plus de ce côté-là du terrain, et avec un système surtout défensif orchestré par Spoelstra de haut niveau. On sait que ça devrait être un plancher quand même assez élevé pour la saison. Offensivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec ce manque de playmaking. On espère que Kyle Lowry, en termes de santé, pourra se remettre et être plus présent plus régulièrement tout au long de la saison. Néanmoins, du coup, par rapport à la preview, ce que je voulais plutôt faire avec ce live, c'est revenir sur des joueurs spécifiquement pour nous demander qu'est-ce qui pourrait être les évolutions pour certains joueurs pour potentiellement augmenter le niveau plafond de cette équipe, notamment en playoff, imaginer des améliorations. Et je voulais commencer, Quentin, et tu me diras aussi si tu voudras en ajouter, pareil pour le chat, mais je voulais commencer avec Oladipo. Oladipo qui a fait un retour plus que convaincant la saison passée, juste avant les playoffs et surtout pendant les playoffs, que ce soit défensivement, en fait, il a vraiment donné le ton en tant que joueur défensif, et qui offensivement était moins dégueulasse qu'on pouvait imaginer, en tout cas que moi je pouvais imaginer sur l'efficacité. Qu'est-ce que tu as pensé, Quentin, de ce retour? Vous avez re-signé Oladipo, vous avez pu le re-signer juste après ces playoffs. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis, qu'est-ce que tu en attends, du coup, dans ce système du hit? Où est-ce qu'on peut l'imaginer et quelle évolution on peut imaginer pour lui et ce que ça peut apporter à l'équipe? Déjà, Oladipo, c'est la première fois sur les 4 dernières années qu'il a une intersaison pour bosser et pas se rééduquer après une blessure. Ça peut faire la différence, notamment, dans sa manière d'aborder les matchs, son physique tout simplement. Il se sent mieux, tout ça. Je pense que alors cette année, il aura le rôle de 6e homme qu'avait Tyler Herro, l'année dernière. Il va apporter forcément toute sa défense qu'on a vu en playoff où il a été, très bon, et il a profité des quelques blessures aussi pour pouvoir, se montrer et dire: «Bah, je peux avoir un plancher de juste, très bon défenseur». Maintenant, ce que j'attends de lui, ça va être de pouvoir apporter, de la pression au cercle, en termes de drive notamment, ce qui manque, et ce qui a manqué aussi pas mal à Miami ces dernières années. Dragic le faisait très bien en 2020, mais depuis qu'il est plus là, c'est vrai qu'il a laissé un peu un vide à ce niveau-là. Il est assez rapide, contrairement par exemple à Butler qui lui apporte de la pression au cercle, mais qui est très méthodique et lent dans son approche, des drives et tout ça. Donc ça change un peu et ça fait réagir la défense plus vite, et du coup ça crée un peu plus de décalage, par exemple. Donc j'attends de lui qui drive bien attaque, qui joue bien défense, et voilà. Tu mentionnais du coup Tyler Herro et tu disais que Oladipo potentiellement en six-man, ça voudrait dire Tyler Herro décalé dans le 5. On sait que vous l'avez prolongé pour une somme coquette à l'intersaison. Il doit devenir plus que le 6e homme. Est-ce qu'il y a ces axes d'amélioration dans son jeu, ce potentiel dans ce jeu? On sait que c'est déjà un 6e homme qui jouait énormément et qui en réalité
aussi pouvait se retrouver sur des fins de match, etc. Qu'est-ce qui est vraiment possible d'envisager en termes de progression pour Tyler Hero? On sait que c'est déjà un scoreur extrêmement complet, qui est capable aussi voilà, de scorer, d'initier pour lui-même, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les scoreurs, hein, je fais bien la différence. Est-ce qu'on peut imaginer, tu vas me dire, à terme un peu de création collective, ou c'est vraiment pas dans ce rôle-là qu'on l'attend, mais en termes de volume, de réussir à le maintenir et peut-être dans une place de titulaire. Qu'est-ce que c'est à peu près, voilà, le bilan sur Taylor Hero et les espérances à avoir, Quentin? Je pense que son évolution, elle passe en partie par, une amélioration au niveau de la création pour les autres. C'est déjà un bon passeur, il a un bon feeling pour le jeu et je me fais pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, c'est plus dans le scoring que je l'attends et dans la création de son tir. Il y avait une stat qui était assez parlante, qui est sur, The People Index, qui est, alors je sais pas trop comment leurs stats sont calculés, donc je prends un peu avec des pincettes aussi. Mais en fait, le fait qu'il était, très, très fort en en réussite sur les tirs, en shot making, voilà, ça. Mais par contre, il était vraiment très mauvais en, shot creation. Donc un peu de mal à se créer son tir, mais il les rentrait quand même, on sait pas comment. Et ça, c'est un problème en playoff quand les défenses se resserrent, c'est que du coup, tu peux pas te retrouver, avec un joueur qui prend des tirs très compliqués et espérer qu'il les mette. Tu as envie plutôt qu'il trouve des positions plus simples parce qu'il y a plus de chances qu'il les rentre. Je pense que c'est une partie de son évolution et après ça va être aussi de mieux lire la défense qui arrive sur lui, les prises à 2, les aides, tout ça. Je pense que ça, c'est aussi un bon axe de développement pour lui. Ok, très bien. Donc du coup, plutôt un aspect de pouvoir augmenter enfin, plutôt cleaner son jeu de manière offensive et sur sa création individuelle. Enfin, moi, je voulais surtout revenir, et après, on pourra discuter d'autres joueurs, bien évidemment, hein, dans le chat, n'hésitez pas à proposer, bien évidemment, d'autres noms, mais je voulais évidemment revenir sur Bam Adebayo. Excellent défenseur, s'il en est, un profil assez unique dans la ligue et prétendant potentiel au titre de Deepoy, un défenseur de l'année bien sûr, alors qu'on accueille Damien Ozo. Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Est-ce que, et c'est toujours un peu la même question avec Bam, j'ai envie de dire au fil des ans, il y a toujours cet espoir de le voir passer un cap offensif, de devenir encore plus que ce super défenseur. Alors déjà, il montre des choses bien évidemment, mais de pouvoir l'imaginer comme un véritable two-way sur lequel on peut compter peut-être individuellement sur le scoring. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Bam Adebayo? Est-ce que c'est des attentes qui sont trop grandes? Est-ce que on n'en attend pas trop finalement de Bam du côté offensif du terrain en tout cas? Ou est-ce que c'est des choses qu'on est en droit de s'attendre de la part du joueur et qu'on peut potentiellement imaginer se réaliser en fin cette saison? Et il a besoin de ce déclic, de se dire, «Je suis trop fort, je peux le faire, donc je dois le faire». Je pense qu'il alors ça reste, tu sais, le media day, ça reste, beaucoup de blabla, mais il a l'air d'avoir un peu eu ce déclic en tout cas, là-dessus, ce déclic mental, donc à voir s'il va pouvoir le reproduire sur le terrain. Mais, je pense qu'il est capable de devenir un joueur, two-way de très, très haut niveau des 2 côtés du terrain. En défense, il a déjà, on le sait, tu l'as dit. En attaque, il est déjà très bon, hein, 19 points de moyenne, c'est déjà, enfin, il est même à quasiment 20, donc c'est déjà très bien. Maintenant, est-ce qu'il peut passer ce step pour passer d'un joueur, en 20-10 à peu près, à un joueur qui peut scorer, 23-24 points et qui sur certains matchs peut carrément, voilà, prendre, prendre le match à son compte et faire gagner son équipe comme ça. Il l'a déjà fait. Est-ce qu'il peut le faire régulièrement? C'est la grande question et celle qu'on se pose depuis 2 ans, même si, on en a peut-être attendu un peu trop tôt. Il a seulement 25 ans, donc c'est pas non plus, un produit fini. Mais j'attends plus de régularité de ce niveau-là, enfin à ce niveau-là, pour lui. Plus de régularité. Donc je pense aussi, moi, par rapport à Bam, ce qui me frustre aussi, c'est par rapport à des situations de jeu où il a la place, mais il préfère, par exemple, retourner dans ce rôle bah voilà, de DHO, de dribble and off, de potentielle création de playmaking, de trouver
les gars qui couperaient Ouais. ou quoi, ce qui est bien, mais c'est peut-être de le choisir par défaut et de le choisir comme ça, voilà, encore une fois, c'est le terme en fait, de le choisir par défaut et de pas forcément reconnaître le moment où là il doit appuyer, là il a l'espace, là il doit prendre le shoot, là à côté de ça il a pas forcément le shoot, mais il y a le cut qui se présente, là il doit faire, c'est peut-être, moi je trouve aussi une histoire de prise de décision, parce que Ouais, il y a ça aussi, parce qu'il en a parlé au Media Day aussi, de ça, en fait, réussir à en fait, il disait que dans ces situations-là, il faisait un peu ce que les coachs disaient à l'entraînement, tout ça, de faire tourner la balle, faire en sorte que les autres bougent pour créer du mouvement et créer du jeu. Et en fait, il disait qu'il a besoin, de trouver ce juste milieu entre le côté playmaker et le côté scoreur où il y a des fois, il doit juste y aller, quoi. Donc c'est un apprentissage qu'il a à faire encore à ce niveau-là. c'est bien s'il en a conscience et c'est tout ce que j'espère qu'il puisse faire ce step. Parce que c'est vrai que l'aspect prendre en main le scoring et vraiment porter l'équipe sur des séquences, même s'il l'a déjà fait, je trouve qu'effectivement c'est difficile de demander ça à quelqu'un, notamment à quelqu'un qui a autant de poids défensif sur les épaules. Après, grand bien vous en fasse si jamais c'était le cas, si ça arrivait. En plus, je suis plutôt assez fan moi de Bam Adebayo, donc c'est aussi quelque chose que je pourrais espérer. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je voulais aussi intégrer un petit peu cette nuance vis-à-vis de la prise de décision. Euh, donc voilà. Après, s'il avait du scoring, vu le reste de son jeu, il aurait été drafté. En fait, il n'y a pas de secret. J'imagine drafté plus haut surtout. Ah pardon, j'étais sur Gabe. Ah d'accord. Ah Donc oui. petit aparté, on n'était pas sur la même chose. Mais justement, on peut parler. Voilà, ça offre peut-être d'autres joueurs sur lesquels tu voudrais potentiellement parler, Quentin. Gabe Vincent, comment est-ce que tu vois d'autres joueurs? Je parle de Gabe Vincent parce que Guillaume en parle dans le chat. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu aimerais revenir au niveau de ce hit-là? Est-ce que tu vois d'autres joueurs qui pourraient avoir un impact plus conséquent? On parlait un petit peu de Caleb Martin tout à l'heure vis-à-vis du remplacement ou en tout cas de pouvoir apporter des choses que PJ Tucker apportait et ne pourra plus apporter bien sûr avec son départ. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, d'autres joueurs à mettre en vue potentiellement? On peut en parler un peu de Gabe Vincent qui a fait, un peu sa saison révélation la saison dernière, alors que ça faisait déjà 2 ans qu'il était là en two-way contract et qu'il était pas exceptionnel. Il était réputé pour être un shooter, mais il shootait pas si bien que ça finalement. Il était très streaky et au final, il a appris à être un playmaker à Miami. Sa défense, s'est aussi un peu améliorée. Je le trouvais très bien, je le trouvais bien en défense, mais c'est vrai que là, il a passé un step. Donc non, Gabe Vincent, ça va être, vraiment le meneur remplaçant un peu de luxe à la Tyus Jones, à la, tous ces mecs-là, Monte Morris peut-être un peu aussi, peut-être dans un registre un peu plus différent, mais voilà, ce meneur remplaçant de luxe, qui peut te gérer, l'équipe, quoi. Excusez-moi, je terminais un message bien sûr dans le chat pour répondre à Guillaume. Il est haut. Alors c'est une question parce que c'est vrai que moi j'ai peut-être pas autant de retours sur le hit que tu peux en avoir. Il est aussi propre que ça en termes de ratio assist turnover parce que je sais que c'est quand même les gros points forts de Tyus Jones, de Monte Morris et ce style de meneur là. C'est dans ce cadre-là, c'est aussi bon que les deux cités précédemment. Non, je pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais justement, je regarde là. Ouais, il a encore, besoin de progresser, surtout au niveau des pertes de balles, mais il se rapproche un peu doucement de ce genre de meneur, qui se joue qui peuvent faire tourner une attaque en tant que remplaçant faire des bonnes passes et éviter de perdre trop la balle. Ça c'est encore, en progrès. Un poste en plus à la création qui est d'autant plus important au hit qu'on sait que c'est quelque chose qui manque un peu. On sait que bien sûr Jimmy Butler peut le faire, que Bam Adebayo peut le faire, mais globalement il n'y a pas ce playmaker, Ellis, etc. Jusqu'à Kyle Lowry. C'était aussi pour ça que l'arrivée de Kyle Lowry était aussi prometteuse la saison passée. Kyle Lowry qui a été irrégulier, mais notamment il a eu des petits pépins, etc. au long de la saison, et puis surtout en playoff où il y a eu cette blessure, voilà, très dommageable.
Est-ce que finalement, le plafond de cette équipe du 8 ne dépend pas de lui et de sa santé? Est-ce que tu vois d'autres choses potentiellement qui pourraient élever le niveau de jeu global de l'équipe? Ou alors c'est vraiment à ça, bêtement que ça tient, mais parfois malheureusement ce sont des choses aussi précises et aussi non maîtrisables que ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Quentin? Peut-être pour conclure, avant de conclure, et puis notamment avec le chat si vous voulez qu'on aborde quelque chose avant la fin de cette preview, n'hésitez pas à nous le faire parvenir bien sûr dans le chat. Ouais, pour revenir sur Kyle Lowry, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne saison régulière. Globalement, quand par exemple Butler et Bam étaient blessés, c'est lui qui a tenu la baraque, c'est lui qui a tenu l'équipe, avec tous ses shooters autour et c'était une période, assez incroyable. Ça tirait vraiment très, très bien et c'était emmené par lui. Après il a eu des soucis personnels malheureusement et ça, personne n'y peut rien, c'est la vie. Donc ça l'a un peu, je pense, déjà lui freiné et ça l'a freiné surtout dans sa condition physique où du coup il était beaucoup moins prêt à l'arrivée des playoffs et je pense que c'est à cause de ça qu'il se blesse, malheureusement. Pouvoir le gérer, est-ce que ça va être un enjeu de cette saison? Est-ce qu'il y a eu des retours vis-à-vis de ça via Spolestra? Parce que c'est vrai que ça fait maintenant longtemps que malheureusement le Heat joue de certains coups du sort en termes de santé, notamment Mmh. de ses joueurs, et notamment à la pré-saison. Je pense aussi je regardais, je faisais un petit bilan de ces previews et de certaines équipes du haut tableau. Il y a pas mal d'équipes finalement qui je trouve dont il y a un vrai enjeu de gestion des rôles et du minutage, notamment de certains titulaires en SR, pour essayer d'imaginer que les starters et les stars puissent arriver au plus frais en playoff, avec bien sûr toute l'incertitude qu'il y a à ce niveau-là, hein, parce que c'est loin d'être une méthode absolument parfaite. Est-ce qu'il y avait ces enjeux-là du côté de Miami, lors du Media Day, etc. Est-ce que c'est des choses qu'on va fleurir ou pas du tout? Bah, pas vraiment. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment venu, le sujet soit venu, en fait, tout simplement. Mais, je pense que c'est quand même une situation qui va être regardée d'assez près. Forcément, il y a quand même plusieurs joueurs, enfin même Butler et Lowry surtout, en fait, qui commencent à vieillir un peu, surtout Lowry même. Donc je pense que un petit bobo, ça va reposer un soir, les back to back, par exemple, voilà, je pense qu'il y aura aucun risque de prix, à ce niveau-là. Val qui nous dit, vous êtes en train de dire que Greg Popovich est un précurseur. J'aime beaucoup ce que vous faites. Effectivement, il y a un peu de ça et je l'ai pensé très fort en plus en parlant. Guillaume qui nous dit, le trade de KD, on pense aussi à Donovan Mitchell. Bon, ça a animé beaucoup l'été et notamment du côté du Heat qui était pressenti dans potentiellement tous les trades. Est-ce qu'il y a de la Ouais, frustration par après, rapport à ça, même à un niveau perso, Quentin? Comment t'as vécu un petit peu ces rumeurs? Est-ce que tu les envisageais toi comme des possibles? Est-ce qu'au contraire tu voulais pas entendre parler parce que trop potentiellement de choses à donner pour que ça puisse se faire? Comment c'était? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'espoir du côté des Heat fans vis-à-vis des deux joueurs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pour peut-être conclure? je pense que lui, tu as toujours enfin sur KD et Mitchell en tout cas, a toujours été assez loin d'un accord, enfin très, très loin, parce que en fait, c'était les demandes des 2 équipes qui étaient, beaucoup trop élevées par rapport à ce que Miami pouvait offrir. Enfin, c'est la simple réalité, quand tu demandes, 5 picks de draft, enfin 5 premiers tours de draft, Miami les avait pas, ils en ont 2 donc bon, c'est réglé. Maintenant, moi, j'étais pas trop frustré par rapport à certains, c'est vrai que ça a fait, beaucoup couler d'encre, enfin d'encre, beaucoup de ça a fait beaucoup couler de tweets surtout. Mais ouais, moi je suis pas frustré, voilà, je savais que c'était compliqué donc mes attentes sur les trades étaient assez basses. Voilà. La voix de la sagesse donc. Et Guillaume qui nous dit, bah surtout Mitchell, c'était pas un upgrade, donc voilà, Laurie HOF. C'est vrai que tu es très haut sur Bien Laurie sûr. dans ta centaine, mais à chaque fois que tu en parles, Guillaume, dans le podcast, personnellement, je suis assez d'accord avec le positionnement de Laurie, et moi, je value beaucoup l'aspect, sur la décennie, en tout cas, énormément de saisons à haut niveau, et donc du coup, forcément, ça C'est joue. l'éternel sous-estimé,
Effectivement, c'est vrai aussi qu'il y a un peu de ça, qui Ouais. peut-être subit un peu ces années Toronto, notamment en playoff, où il y avait ce truc-là de la réputation de Demar, de... De LeBronto, tu veux dire? Voilà, exactement, le LeBronto. Mais bon, comment veux-tu arrêter LeBron à ce niveau-là Ouais. c'est quand même compliqué. Est-ce on peut vraiment leur en vouloir? Enfin bref, est-ce que... Il a fallu une équipe à 4 All-Stars, quoi. Donc, Voilà, bah, rien que ça, tranquillement. Est-ce que... est-ce que tu veux finir cette preview avec un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais évoquer qu'on n'a pas forcément évoqué? Est-ce que dans le chat, vous voulez bah voilà, finir sur quelque chose de particulier avant qu'on rende l'antenne, bien sûr, et qu'on vous invite au preview de demain et surtout à notre draft de jeudi? Quentin, un dernier mot sur ton Miami Heat. Non, je voulais revenir, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais après on est passé sur autre chose. Mais voilà, je voulais revenir sur Duncan Robinson, qui, bon, on connaît ses défauts, on connaît ses forces, mais qui a fait une plutôt bonne saison finalement, par rapport à ce qu'on en entend et ce qu'on voit. Il a été irrégulier par rapport aux précédentes, ce qui est toujours, embêtant, mais en fait, il a surtout très, très mal démarré. Mais après, par contre, il a été, sur la lignée de ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire, 40 à 3 points sur, 6 ou 7 tentatives, ce qui est, enfin, si vous cherchez, il y a pas tant de joueurs que ça qui font du 40 sur, 6 ou 7 tentatives à 3 points, par match. Très clairement, après, c'est vrai qu'il y a eu tout ce narratif après les playoffs où on a vu Spoelstra du coup le bencher. On pense notamment bien sûr à son aspect défensif qui peut lui être préjudiciable Ouais. en post-saison. Moi, je suis toujours assez surpris de cette dichotomie chez Spo avec vraiment l'aspect où en saison régulière, il y a énormément de systèmes pour lui. Et je trouve que l'équipe tourne énormément, peut-être un petit peu trop autour de ça. Alors, c'est extrêmement efficace hein, et ça met bien sûr un plancher très élevé à la team, comme tu le dis. Hein, enfin, un pourcentage pareil avec un volume pareil à 3 points. Tout le monde ne Mmh. peut le faire et clairement, c'est un des shooters élites de la ligue. Mais du coup, je suis surpris de cette dichotomie-là du côté de Spo. C'est quelque chose qui me reste. Enfin, voilà. Ça me fait toujours. Ça me surprend toujours. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Quentin, Ouais. là-dessus. Ouais, c'est Spo, parfois, il s'attache un peu trop à ses rotations, puis en fait, d'un coup, il va changer des trucs et il essaye mais bon, non, on commence à avoir l'habitude, hein. Assez parlé de moi qui nous dit le lobbying Lori couvre à plein, même hors de certains serveurs Discord. Nous sachons, je vois d'accord qu'il y a effectivement un ciblage sur le lobbying de Lori. Eh bien, certes, je ne savais pas que je m'inscrivais dans une certaine lignée. Bah, peu importe, je peux l'assumer. Je l'assume totalement. Quentin, merci à toi d'être venu pour nous parler de ce Miami Heat.